Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse de scène pas générique. Nous ferons la critique avec l'ami Kerr la semaine prochaine pour le film Spider-Man Far From Home. Et donc là, petit warning, évidemment, si vous n'avez pas vu le film ou si vous ne voulez pas être spoilé de la phase 3 du MCU, eh bien, vite, jetez votre téléphone en l'air, courez, cassez votre écran, cassez vos enceintes parce que évidemment, il va y avoir du méchant spoil et de l'analyse de ce qui va sans doute être la phase 4 dans la suite de la vidéo. Alors, on commence, il y a deux scènes post-crédit, toutes les deux, l'une aussi importante que l'autre. La première, c'est donc le fait qu'on a Mysterio qui passe pour le gentil, c'est Spider-Man qui a tout fomenté. Ensuite, annonce du vrai nom, révélation du vrai nom de l'homme araignée Peter Parker au grand monde. Et surprise, cerise sur le gâteau, on a Jonah Jameson, donc qui est le rédacteur en chef du Daily Bugle, qui en fait est joué par J.K. Simmons, qui était évidemment le même acteur dans la trilogie de Sam Raimi, et oui, celle avec Tobey Maguire. Alors, plusieurs infos déjà dans cette première scène post-crédit. Déjà, premier truc, vous arrêtez pas, si vous vous intéressez un petit peu à tout ça, vous entendez sans doute plein de personnes qui disent si c'est le même acteur, si c'est J.K. Simmons, ça veut dire que eh bien, c'est un multivers et oui, ça prouve que tout est connecté, etc. Bon, ça veut juste prouver pour l'instant qu'ils ont pris le même acteur. Parce que si tout était connecté, eh ben, ce serait pas Tom Holland, ce serait Tobey Maguire, le Spider-Man ici. Donc on peut imaginer potentiellement que c'est effectivement un monde parallèle, peut-être pas, en tout cas cette scène post-crédit ne nous permet pas de l'affirmer. Pour l'instant, le seul multivers que MCU nous a donné, c'est qu'on sait que, eh bien, avec ces voyages dans le temps, des différentes timelines ont été données, qui donc vivent les unes à côté des autres, un peu comme un multivers. Et notamment, on sait que, eh bien, il y a celle avec Loki qui s'échappe et celle avec Loki qui ne s'échappe pas. Donc ça, c'est pour vous donner un peu le premier exemple. Déjà, deuxième élément, Mysterio donc passe pour le gentil. Alors, est-ce que ça veut dire que pour cette nouvelle phase, la phase 4 du MCU, eh bien, Mysterio va être ce sauveur de l'humanité qui s'est sacrifié pour Peter Parker? J'espère pas. C'est généralement toujours un peu compliqué quand on est spectateur, qu'on a plus d'informations des personnes qui sont en train d'être en conflit juste parce qu'ils n'ont pas l'info que nous on a. C'est toujours un petit peu ennuyant au sens propre et au sens figuré. Mais surtout, le truc c'est que là, alors Kevin Feige, donc patron du MCU, avait annoncé que la phase 4 sera une phase plus courte que ne l'était la phase 3. Ça va durer uniquement 3 ans, 8 films ont été annoncés, sans doute d'autres vont s'ajouter, mais pour l'instant on est sur une phase de seulement 8 films et 3 années, et donc on peut imaginer que eh bien, ce sera une phase beaucoup plus courte, donc une histoire plus condensée, quelque chose qui doit s'arrêter. Mais on en parlera de cette phase 4 en deuxième partie de vidéo. Et en fait, si on se dit tout ça, eh ben, peut-être que oui, Peter Parker est le méchant pendant seulement 3 années au cinéma, et puis après on le retrouvera en grand héros. Ça c'est entièrement possible. Maintenant c'est un peu surprenant que, comme justement il y avait Nick Fury, comme il travaillait avec les autorités, que personne n'ouvre sa bouche pour dire non attendez, c'était lui le méchant, il a piraté les vidéos. Donc bon, ça c'est, à mon avis, ils se laissent en tout cas la place pour faire ce qu'ils veulent. Et une des raisons pour laquelle ils se laissent la place pour faire ce qu'ils veulent, c'est tout simplement que le contrat Sony Marvel était en cours de renégociation pendant la production du film, et que donc sans doute ils ont voulu se donner toute liberté de faire ce qu'ils voulaient sur la phase 4. Et évidemment, le point le plus important après, c'est la révélation comme ça du nom de Peter Parker. Alors, la surprise, c'est que c'est quand même une information importante que son nom est révélé. C'est une information importante, et comme elle est en scène post-crédit, des personnes étaient parties du cinéma quand j'étais allé voir le film au moment de cette révélation. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu bizarre de mettre quelque chose aussi important aussi tardivement. Et puis en plus, ça pose plein de questions, parce qu'en fait, déjà, il faut savoir que dans les comics, la révélation du nom, de l'identité de Peter Parker, c'est quelque chose qui était énorme. C'est un des moments les plus importants de Civil War, donc Civil War le comics, qui est différent de ce qu'on a pu voir en film. C'est le moment où vraiment Tony Stark le prend sous son aile. C'est un moment, en fait, il décide de se mettre à dos une grande partie des autres héros. Donc c'est un moment qui est vraiment charnière et extrêmement important, à la fois dans l'univers des comics, mais surtout dans la vie de Spider-Man. Et donc c'est vraiment très étonnant que ce soit
épuré comme ça et que ce ne soit même pas son choix, ce qui était le cas dans les comics, et donc c'était vraiment quelque chose dont il allait être fier par moments et regretté par d'autres. Là, c'est un choix qui lui a été retiré. Alors on peut imaginer que le MCU n'a pas envie comme ça, tous les films, s'embêter à jouer sur les identités secrètes comme peut le faire un peu DC avec Clark Kent. Mais non, tu n'as des lunettes, tu es donc Superman. Ah non, tu les as mis... Bref, vous m'avez compris. Et donc au final, c'est vraiment quelque chose qui est surprenant que ça se passe de manière aussi simple en fin de film. Et puis surtout, ça veut dire quelque chose, à mon avis, de latent et d'assez important. C'est qu'en fait, il peut plus retourner au lycée en fait. Il peut pas retourner au lycée avec tout le monde qui va connaître son identité. Ça paraîtra un peu étrange. Surtout que donc si on repart encore une fois sur les comics, le fait de savoir qui est Peter Parker, ça donne des moments très très sombres de la vie de Peter. Il doit échapper, ou en tout cas tenter de sauver en permanence Tante May de plusieurs tueurs à gages qui veulent la tuer. Donc c'est des moments qui sont vraiment très très lourds. Là, ce serait très étonnant d'imaginer que tranquillou, il retourne au lycée. Et du coup, il en profite parce qu'il est plus connu que le quarterback. Et donc là, concrètement, j'ai un peu l'impression que ça veut dire que cette ambiance qui avait été mise sur le 1, ambiance qui avait été mise sur le 2, ça y est, on coupe, c'est fini l'enfance, c'est fini l'adolescence. C'est à toi, Peter, de te mettre la petit capuchon de Spidey dans le bon sens, de lâcher ton petit cartable et d'aller faire ton travail. Et du coup, c'est d'autant marquant que ça arrive à la fin de la scène où il se balade avec MJ, et MJ lui dit non, plus jamais, j'ai trouvé. Et donc, en fait, cette scène, elle sonne différemment parce que là, d'un seul coup, leur relation, elle est presque pas morte dans l'œuf, mais s'il continue de rester à côté d'elle, elle va être en danger. Donc j'ai un peu l'impression que c'est aussi un moyen de remettre MJ sur le côté. Et puis cette MJ qui n'est pas Mary Jane, son nom dans cette série de films est différent de Mary Jane. Est-ce que donc ça veut dire que ce ne sera pas la fameuse MJ qui prendra son cœur? Est-ce que ce sera Gwen Stacy? On verra. Et donc, on a vraiment cette fin qui ouvre plein de possibilités. Mais je pense que si je devais mettre ma pièce sur le baby-foot comme ça, pour parier quelque chose, je parierais que c'est fini avec l'école pour l'ami Spidey. Ça y est, c'est parti pour les grands. Et qu'en fait, les seuls qui verra par la suite, comme par exemple Ned ou peut-être Flash, c'est des personnes qui auront un impact direct dans le monde super-héroïque, soit parce que Ned l'aidera toujours en étant son geek, soit tout simplement parce que les parents de Flash seront mêlés, ou Flash lui-même sera mêlé à une enquête. Mais concrètement, j'ai vraiment l'impression que le lycée, c'est fini. On passe sur la deuxième partie, la plus grosse révélation. Donc déjà, Nick Fury et Maria Hill dans ce film étaient joués en fait par des Skrulls, notamment Talos pour Nick Fury, et puis après on découvre que Nick Fury est en fait chez les Skrulls. Alors, qu'est-ce qu'on en retient? Le premier chose qu'on en retient, c'est que c'est une petite pichenette pour dire, en fait, une pirouette plutôt, pour dire que ce n'est pas tout simplement Nick Fury qui s'est fait piéger par Mysterio. Tu comprends, Nick Fury il est trop fort, mais bon, Talos, ok, on accepte, Talos c'est pas grave, il peut se faire manipuler. Le deuxième truc, c'est un petit clin d'œil que j'ai trouvé marrant. En fait, quand on voit Nick Fury, on le voit à Tahiti. Et Tahiti, c'est un endroit qui est important pour ceux qui ont regardé Agents of S.H.I.E.L.D. Parce qu'à chaque fois que dans Agents of S.H.I.E.L.D. ou quand le S.H.I.E.L.D. fait référence à Tahiti, c'est un endroit où on ramène les morts à la vie, entre guillemets. Alors ceux qui ont vu la série savent de quoi je veux parler. C'est en fait des images implantées dans le cerveau pour en fait faire liaison avec les gens qui ont passé du temps chez les morts. Et donc du coup je trouve que c'est un clin d'œil parce que quand on voit Tahiti, on se dit mais où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui se passe? Ça j'ai trouvé ça intéressant. Et puis ensuite donc le fait qu'on le voit tout simplement chez les Skrulls. Et là j'ai envie de dire coucou phase 4. Coucou phase 4 pour moi c'est l'annonce définitive de deux choses. La phase 4 et ce qui va arriver après, il y aura Secret Invasion. Secret Invasion, dans les comics, c'est en fait un arc qui couvre donc l'invasion secrète des Skrulls. Donc on le rappelle, il y a les Skrulls qui sont en conflit contre les Kree, donc ces deux races extraterrestres. Il se trouve que dans le plan d'expansion des deux races, la Terre
est un point central. Donc les deux essayent de prendre le contrôle de la Terre, et les Skrulls, qui sont allez, si je dis moins grands guerriers, les fans des Kree vont pas être contents, mais les Skrulls ont une manière en fait d'envahir qui est différente. Eux, ils ont la capacité de se faire passer pour d'autres personnes. Ils se font passer donc pour certains super-héros ou certains membres du peuple important, et comme ça, petit à petit, ils envahissent le peuple pour que celui-ci se soumette plus facilement. Et donc j'ai envie de dire, ça pourrait faire une phase 4 assez intéressante, où on voit des héros qui font des trucs un peu étranges sur le début de la phase 4, et puis petit à petit, dans 1 an, 2 ans, et d'un seul coup, eh bien, on comprend qu'en fait, s'ils agissent différemment, c'est parce qu'effectivement, il y a des Skrulls parmi nous, et que Nick Fury, l'ayant compris, eh bien, s'est associé à des gentils Skrulls pour tout simplement essayer de nous sauver de cette invasion. Alors, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'il y a un moment... on rappelle les Kree, donc Nick Fury joué par Talos, vous m'avez compris, parle des Kree, donc on sent que la guerre est toujours présente, que le conflit est toujours là, et évidemment, je parlais d'un deuxième élément important, Nick Fury qui va dans l'espace, c'est quelque chose qui peut être annonciateur de la création du SWORD. Alors, qu'est-ce que c'est que le SWORD ? Donc, le SHIELD, c'est l'entité étatique. Alors, c'est toujours un peu vague si c'est directement... Alors, il y a des comics, c'est directement les États-Unis, le président américain qui les gère. D'autres, c'est quelque chose de plus global. Donc, en gros, on aurait le SHIELD qui est là en tout cas pour défendre la Terre, et à côté de ça, on aurait donc le SWORD qui est là pour nous défendre des extraterrestres, et généralement le SWORD est représenté par un vaisseau spatial qui est capturé aux extraterrestres, qui est en forme comme ça d'épée, c'est pour ça qu'il s'est appelé le SWORD. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça fait pas mal d'infos, presque plus d'infos dans ces 2 scènes post-crédit que dans tout le reste du film, mais c'était effectivement une clôture en douceur, tout en finition, comme ça, dans le velours, que nous a fait ce Spider-Man Far From Home. Et puis, j'ai envie de dire, eh bien, j'ai hyper hâte d'être en 2020 pour voir la suite du MCU, pour voir la phase 4, et puis même plus simplement, dans quelques semaines, parce qu'il devrait y avoir dans les prochaines conventions de grosses annonces de la part de Marvel, qui va donc dévoiler quels sont les films qui sont aux dates qu'ils ont déjà annoncées, et donc de confirmer quels vont être les films qu'on va pouvoir voir. Il y a également les annonces de Sony. On ne sait pas quels seront les prochains films Sony, Spider-Man, Sony Venom ou le Sinister Six. Et j'ai envie de dire, il y a un petit agent infiltré aussi là-dedans. C'est Disney+, avec toutes ces séries qui vont apparaître à la rentrée. Et donc, il va falloir annoncer tout ça très très vite pour que la hype soit énorme sur cette nouvelle plateforme, parce qu'il faut qu'on nous donne envie de prendre la petite main comme ça dans nos porte-monnaie pour dire « Ah, s'il te plaît, prends mon argent ». Eh bien, c'est beaucoup de travail, beaucoup de création de hype. En tout cas, vous le savez, malheureusement, Marvel, ils ont déjà mon argent, et du coup, je prendrai la plateforme dès que possible. Bref, j'ai envie de vous dire des bisous. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur le MCU, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo, parce que le partage, c'est la vie. Et des bisous à tous. Ciao, ciao.